Faut-il s'intéresser à Solvay? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du chimiste belge. Donc, en fait, c'est pas si mal, hein. Depuis 2020, on a bien rebondi. On a fait presque un fois, on a fait un fois 4, presque un fois 4. Là, bon, on se stabilise un petit peu, mais on n'est pas sur un niveau de cours plutôt élevé, hein. Donc, c'est par rapport à l'historique ici. Donc, est-ce que on doit attraper, on va essayer de jouer la poursuite de ce rebond? Alors, on va regarder ça. C'est pas beau la croissance, hein. En revanche, on est sur une croissance médiane de 0,5%, donc il n'y a pas de croissance sur cette boîte. Sur les dernières publications en glissement annuel, c'est moche, mais ça sent c'est à moins 60%, ça sent le changement de périmètre, hein. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la valeur, mais il faudrait regarder est-ce qu'ils ont cédé des actifs, et ça veut à mon avis dire qu'ils ont effectivement cédé des actifs, hein, plus cette variation. Bon, ici, si on est par exemple sur quelque chose de plus normalisé, en mars 2025, on est quand même à moins 9%. Peut-être qu'il y a encore de la cession d'actifs. Ce que je vois ici, c'est que c'est la chimie, hein, c'est très cyclique. En Europe, le contexte est défavorable à cause du coût de l'énergie. C'est une industrie qui est très consommatrice d'énergie. Donc, bon, marché, contexte quand même défavorable. La boîte a fait des acquisitions, en tout cas, non, elle a fait des acquisitions, on va dire, une grosse acquisition en 2016. Et depuis, il y en a plus trop. Donc là, c'est de la croissance ou des croissances organiques même. Donc bon, ce qu'on voit ici, c'est que c'est pas très beau, hein, quand même. Comment ça se reflète sur les marges? Bon, les marges sont illisibles. Donc alors si j'enlève le taux de marge brute, là, il doit y avoir l'exceptionnel. Donc ça corrobore ce que je dis, hein, sur la variation du chiffre d'affaires ici, hein. Ça corrobore parce que ça veut dire qu'il y a eu du résultat exceptionnel, hein. Ces marges nettes, elles embarquent le résultat exceptionnel. On est sur, ici, c'est, on agrège plusieurs trimestres. Donc ça, c'est 100% en fait, des, de l'exceptionnel. Sinon donc si on enlève cet exceptionnel et si on prend la valeur un peu médiane, en marge d'EBITDA, en taux de marge d'EBITDA, on a 15,6%, ce qui est correct, pas exceptionnel, et en taux de marge nette, c'est plutôt faible, hein. La médiane est à 8, actuellement on est à 4. Si on regarde en free cash flow, il faut mettre free cash flow margin, ici, on est sur, à 6,4. Donc en fait, il faudra plutôt utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Et puis c'est un niveau qui est correct sans être exceptionnel, hein. Donc voilà, c'est de la chimie, c'est cyclique, les marges sont quand même un peu faibles et un peu volatiles, donc attention sur ce business. Faut avoir un multiple très faible pour pouvoir s'y intéresser. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc voilà, hein, les bénéfices nets, ils sont impactés par du non cash, ça se voit, hein. Les free cash flow, eux, sont quand même globalement en hausse et plus élevés que les bénéfices nets. On peut regarder la variation, le BFR, il est positif, mais ça s'améliore, c'est pas si mal. Si on regarde le change in net working capital, on empile des variations négatives, donc ça c'est favorable pour le free cash flow de l'entreprise et pour le cash flow opérationnel de l'entreprise et pour le free cash flow des postes en capital constante. Donc, on a possiblement dans quelques trimestres un passage en BFR négatif, et ça c'est toujours intéressant. C'est-à-dire qu'on fait financer l'activité, pas les clients, et qu'on a moins besoin d'injecter du capital pour faire de la croissance. S'il y a de la croissance, évidemment. Donc ça, c'est bien. Dépréciation amortissement vs CAPEX. On est sur des CAPEX légèrement supérieurs, mais c'est pas, voilà, c'est quand même 2 milliards, 2 milliards 6. Bon, c'est important, mais c'est pas non plus énorme. Ensuite, si on regarde les other cash items, on est sur 15 milliards. Donc là, il doit y avoir pareil de l'exceptionnel, hein, dépréciation exceptionnelle externe. Bon, il faut traiter tout ça dans les tableaux de flux de trésorerie. En tout cas, pour valoriser l'entreprise, et en plus ça a du sens, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Elle opère dans un secteur qui est plutôt mature et qui dégage des free cash flow. Donc, ouais, pour les conservateurs, on pourra utiliser le free cash flow plutôt, et puis s'il y a de la dette, la valeur de l'entreprise sur EBITDA plutôt. On regarde le rendement des capitaux investis. Donc, si on se met ici, en médiane, on est sur 7,8%, ce qui est correct, hein. C'est intensif en capital, hein, comme business, donc c'est correct, c'est ce niveau. Et puis sur les derniers trimestres, en fait, sur les 12 mois glissants en mars, on est à 12,8%, c'est quand même pas mal, hein. On n'est pas sur une forte croissance organique, donc ça veut dire qu'on dégage du cash avec cette rentabilité assez forte, si ça se convertit évidemment en free cash flow, mais c'est le cas apparemment. Donc voilà, on peut se désendetter avec cette rentabilité qui est élevée, on peut faire des acquisitions, si elle crée de la valeur, c'est mieux, et sinon, si on n'a pas le meilleur, et si c'est dans la politique d'allocation de capital, on rend du cash aux actionnaires. Donc ça, c'est pas mal. On regarde l'endettement. Ça, c'est aussi encourageant. L'endettement est en baisse. Bon, on est quand même sur 2 fois l'EBITDA, ce qui est un niveau qui est assez lourd, mais la trajectoire était encourageante. Ça rebondit un petit peu quand même là. Donc il faudra. Et en plus, l'EBITDA baissent quand même sur les quelques derniers trimestres. Donc il faut
là-dessus, il faudra peut-être prioriser le remboursement de la dette ou il faudra voir si les EBITDA remontent un petit peu. La trajectoire de l'EBITDA n'est pas très encourageante, hein, en revanche. Pareil pour les free cash flow, hein. Donc il faut voir comment ça se déroule sur les prochaines publications. Il faudrait qu'ils remontent un peu leur free cash flow quand même. Surtout si ils rémunèrent l'actionnaire. Donc, hop, on regarde ça. Donc, il y a 191 millions de dividendes qui est versé, ce qui est quand même un rendement, ça donne un rendement d'actionnaire quand même à 7,5%, ce qui est élevé, hein. Mais est-ce que c'est soutenable? Là, on est quand même à 60, allez, on est à 60, entre 60 et 65% des free cash flow. Je pense que c'est soutenable à ce niveau. D'ailleurs, ils ont coupé les dividendes, ils sont plutôt raisonnables, hein, dans les dividendes qui sont versés. Quand les free cash flow ont commencé à disparaître, ils ont baissé les dividendes. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. On subit, hein, sur cette industrie, on subit un peu le cycle, on est très cyclique, donc il ne faut pas s'engager sur des dividendes en augmentation, ça ne marche pas, hein, sous cette industrie. Bon, à ce niveau-là, pour l'instant, c'est quand même soutenable en fait, mais ça va complètement dépendre de l'évolution des free cash flow. Il n'y a pas de rachat d'actions à signaler, et pour annulation, donc là, ça doit être, il y a un peu de mouvement dans les actions. Bon, ici, à mon avis, c'est des actions qu'ils achètent pour les donner aux actionnaires, aux salariés et aux managers. Et après, ils en remettent en circulation. Donc là, c'est bon, pareil, ça doit être de l'actionnariat salarié. Donc il faut voir en fait qu'ils disent par rapport aux actions qu'ils achètent ou qu'ils émettent. Est-ce que ils annulent les actions achetées? Est-ce que les actions qu'ils émettent, qui sont remises en circulation, sont nouvellement créées ou est-ce qu'elles sortent de l'autocontrôle? Donc il faut regarder ça. Voilà. Niveau allocation, rémunération actionnaire, finalement, c'est raisonnable. Ils sont raisonnables, c'est pas si mal. On regarde la valorisation maintenant. Voilà, c'est pas un secteur qui doit se payer cher, hein. Vous êtes sur quelque chose de très cyclique. Il y a quand même un peu de dette, mais c'est gérable, hein, à ce niveau, c'est pas trop élevé. On est sur une décote. Voilà, vous avez, combien? On va dire 20, vous avez, 15% de décote, 10-15% de décote par rapport au multiple qui est quand même très faible, hein. Il est à 6,5, le multiple historique. Là, vous êtes sur un multiple, 12 derniers mois à 5,4. Honnêtement, c'est pas cher. Évidemment, il y avait un moment où en mars 2024, là, c'était vraiment, vraiment pas cher. Là, ça reste encore un peu décoté, mais c'est cyclique, hein, donc voilà. Si on est intéressé par ce dossier, c'est pas un dossier sur lequel il faut mettre une grosse partie de son portefeuille. Bon, on peut peut-être, si on est intéressé, c'est pas un conseil d'investissement, peut-être ouvrir une position et puis renforcer au fur et à mesure, ou ouvrir une position complète et la limiter quand même à une fraction du portefeuille. À vous de voir. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.